Alors, les effets de l'inflation. Des conséquences négatives et incertaines, d'une part. Alors, sur les agents, leurs revenus et leurs dépenses. D'abord, sur les revenus fixes. Très très mauvais pour les retraites. Les retraites ne sont pas indexées sur les prix, et donc le pouvoir d'achat des retraités baisse à cause de l'inflation accumulée. C'est vrai pour tout ce qui est prestations sociales d'une manière générale, qui ne sont le plus souvent pas assises pas indexées sur le taux d'inflation. Mais c'est aussi sur les salaires. Pourquoi sur les salaires ? Premièrement, parce que on est dans un monde aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a une augmentation de 3% des prix en 2011 que votre patron il va vous augmenter de 3%. J'ai bien peur, on peut le regretter, que ce ne soit pas automatique. Donc il y a déjà ça. Et puis de toute façon, si les prix ont augmenté de 3% en 2011 et que votre patron est généreux et vous augmente de 3% au 1er janvier 2012, il vous a augmenté avec une année de retard. Donc, vous avez perdu du pouvoir d'achat sur 2011. Donc, par ce biais-là, vous comprenez bien que l'inflation nuit finalement même aux salariés. Sur le pouvoir d'achat, j'ai le même salaire, mais réellement, avec ce salaire, je vais pouvoir acheter moins de biens et de services. C'est le principal effet de l'inflation. Sur l'épargne. Alors, sur l'épargne, là aussi, toute une discussion qui est l'impact de l'inflation sur l'épargne. Tout va dépendre des taux d'intérêt. En règle générale, si les taux d'intérêt ne remontent pas, il y a de l'inflation, l'épargne rapporte moins, on vide les comptes sur livret, et on consomme l'épargne. En tous les cas, c'est le plus rationnel. Bon, après, est-ce que si les taux d'intérêt sont indexés sur l'inflation, finalement, on peut continuer à épargner. Et puis tout dépend aussi du comportement de consommation dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vont faire les gens quand ils vont constater que les prix augmentent ? Est-ce qu'ils vont fuir devant la monnaie et consommer dès qu'ils ont de l'argent, ou est-ce qu'au contraire, ils vont remplir le bas de laine en se disant j'attends des temps meilleurs ? Mais en tous les cas, ça va modifier le volume de l'épargne. Et puis sur les comportements économiques, consommation, mais l'investissement aussi. L'investissement est touché par l'inflation. L'inflation est favorable à l'investissement. Pourquoi ? On va calculer la rentabilité prévisionnelle de l'investissement. Cette rentabilité prévisionnelle, c'est finalement combien va me rapporter mon investissement, c'est-à-dire quel nombre de produits je vais pouvoir faire avec, et à quel prix, multiplié par le prix de vente. Ça, c'est ce que ça me rapporte, et puis je vais enlever le coût de l'investissement. Le coût des équipements, puis le coût du financement des équipements, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Puis la différence, c'est ce que j'appelle la rentabilité de l'investissement. Vous comprenez bien, toutes choses restant égales par ailleurs, si le prix des biens que je vais fabriquer augmente, parce qu'il y a de l'inflation, ça augmente mon chiffre d'affaires prévisionnel, et donc, comme mes coûts restent à changer, ma rentabilité de l'investissement s'améliore. Donc, l'inflation peut être favorable à l'investissement. Sur l'incertitude et l'anticipation de l'avenir, effectivement, l'inflation, elle rend le monde beaucoup plus incertain. Donc, un monde avec inflation est un monde plus risqué pour les comportements économiques qu'un monde sans inflation. Influence sur la compétitivité extérieure et l'équilibre de la balance commerciale. Alors ça, c'est aussi une influence importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si moi j'ai de l'inflation en France, mais le prix de mes produits fabriqués en France augmente, et en Allemagne, il n'y a pas d'inflation, le prix des produits reste le même. Donc, je deviens moins compétitif. L'exemple France-Allemagne est parfait puisqu'on partage la même monnaie. Vous auriez pu me dire, ouais, mais comme on a des monnaies différentes, s'il y a plus, comme vous nous avez dit en début d'heure que l'inflation c'était l'augmentation du niveau des prix ou la baisse de la valeur de la monnaie, vous m'auriez dit, évidemment, l'augmentation des prix, elle va être compensée par une baisse du taux de change. Et donc, finalement,
cette compensation fait que la compétitivité extérieure du pays ne serait pas changée. Mais quand vous prenez l'exemple de l'Allemagne et de la France, qui partagent la même monnaie, s'il y a des hausses de prix en France qui sont répercutées sur les produits, eh bien, nécessairement, on perd de la compétitivité par rapport aux produits allemands. OK ? Et donc, ça déséquilibre la balance commerciale. Pourquoi ? Parce que, de l'autre côté, on a une compétitivité prix renforcée des importations. Quand les prix augmentent chez moi, les prix des produits extérieurs sont moins élevés, relativement. Donc, ça dope les importations. Donc, au total, moins d'exportations, plus d'importations, gros déficit de la balance commerciale. Bon, on va être positif. L'inflation a aussi des conséquences positives, sur certaines opérations économiques notamment. D'abord, elle augmente la valeur des patrimoines physiques, principalement l'immobilier. Quand vous avez de l'inflation, vous avez le prix de l'immobilier qui suit. C'est un grand classique. Alors, j'allais dire sur les actifs financiers, sur les actions, bon, dans certains cas, effectivement, on peut corréler l'augmentation du niveau général des prix et puis des actions qui vont tenir compte aussi de cette augmentation des prix et qui vont augmenter d'autant plus vite. C'est pas un raisonnement que l'on peut tenir en permanence sur l'évolution du prix des actions. Avantage très important, ça allège les dettes, l'inflation. Le bonheur est aux emprunteurs et le malheur est sur les épargnants. Si vous devez retenir 2 conséquences de l'inflation, c'est ça. Il faut s'endetter quand il y a de l'inflation et il faut arrêter d'épargner quand il y a de l'inflation. Parce que l'épargnant est la victime et l'emprunteur est le gagnant. Pourquoi ? Parce que vous allez rembourser. Alors, ça dépend comment vous empruntez. Il faut emprunter à taux fixe, à taux d'intérêt fixe. Et dans ces cas-là, l'inflation va faire que vous avez toujours le même remboursement, mais que normalement, avec l'inflation, vous auriez dû payer en plus, si c'est à 5% par an, 5%. Et vous payez toujours la même chose. Il y a fort à parier que votre revenu il va augmenter aussi, même s'il n'est pas indexé. Et donc finalement, le remboursement de votre crédit représentera toujours un pourcentage plus faible. Il y a des gens qui ont acquis des appartements parisiens dans les années 70, à la fin, ils le payaient, j'allais dire une bouchée de pain, le remboursement, pratiquement. Il y a eu tellement d'inflation en 20 ans que c'est passé de 30% de leur revenu à 2%, le remboursement. Donc il y a des gens qui se sont fait financer, on peut dire ça, leur appartement, leur logement par l'inflation. Augmentation de l'investissement et de la rentabilité financière des entreprises. Alors ça, je vous dis ça parce qu'il faut connecter des fois la gestion financière avec les problématiques d'économie générale, et c'est totalement ce que je suis en train de faire. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle l'effet de levier en finance, qui, sans vous dévoiler les secrets de ce qu'on va vous apprendre par le futur, vous dit la chose suivante, c'est que vous avez intérêt parfois à financer vos investissements par l'emprunt. Ça va améliorer la rémunération du capital et ça va donc améliorer le sort des actionnaires. Bon, je ne vous explique pas le détail de la technique puisque c'est pas mon objet, mais en gros, endettez-vous pour que les bénéfices pour vos actionnaires soient plus importants. C'est ce qu'on appelle précisément l'effet de levier. Et là, je suis en train de vous dire, effectivement, ça incite les agents à s'endetter, particulièrement les entreprises, parce qu'elles y trouvent un avantage supplémentaire. Donc c'est extrêmement favorable. Donc on investit plus, et on va avoir droit à un magnifique effet de levier par les politiques d'endettement pour financer ces investissements. Dans certains cas, l'inflation peut stimuler la demande, c'est-à-dire la croissance, et donc l'emploi. C'est la principale interprétation de ce que l'on appelle la courbe de Phillips. Alors, je vous présente cet instrument-là que j'aurais pu vous présenter dans le cadre d'une analyse du chômage, par exemple, mais vous devez connaître cet outil. C'est un outil important de la théorie économique. Malheureusement, partiellement faux dans son interprétation, mais qui a quand même son importance. Alors, je vous le présente maintenant.
Donc on met en rapport inflation et chômage. L'inflation qui va être mesurée par le taux de variation des prix ou des salaires, ça dépend des modèles, et puis le chômage qui est mesuré par son taux. Donc vous avez inflation et chômage. Donc on s'aperçoit, la relation classique c'est quoi? C'est que si vous avez inflation, vous n'avez pas chômage. L'inflation ici est très importante, elle est à 8%, et vous êtes à moins de 2% de chômage. Donc, l'inflation lutte contre le chômage, donc, quelque part, stimule la production, l'emploi et la demande. Hein, voilà comment on peut interpréter la courbe de Félix. Au contraire, on voit bien que quand le taux de chômage est très élevé, ça veut dire que l'activité économique est faible, elle est tellement faible qu'on est en récession. On est tellement en récession que les prix baissent. Scénario à redouter pour l'année 2012. Même si probablement les prix ne vont pas globalement baisser pour 2012, hein, on va quand même se diriger, je pense, vers ce type de tendance. Donc, effectivement, l'inflation peut créer de l'emploi et de la croissance.